Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce troisième numéro de Regards Croisés de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète de la situation dans l'Est. Notre deuxième sujet concerne toujours la RDC. L'Afrique du Sud déploie 2900 soldats et 1,6 million de dollars pour combattre les rebelles. Troisième sujet, Sénégal, l'ONU appelle au respect des droits de l'homme. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, éducation, création d'un centre national d'évaluation des apprentissages. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, nous commençons avec la dame Dado Nora Noviekou. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonsoir Dado et bienvenue. Merci, bonsoir. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et analyste politique et directeur général de Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, merci encore de nous inviter à ce plateau. Notre troisième invité ce soir, Germain Pouli, vous êtes directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. En tout cas, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète de la situation dans l'Est du pays. En réunion à huis clos ce lundi 12 février, le Conseil de sécurité de l'ONU est revenu sur la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tous les membres du Conseil ont à l'unanimité condamné les attaques du groupe rebelle M23. Ils se sont dit inquiets de la situation qui prévaut dans l'Est de ce pays. Ils appellent tous les acteurs à privilégier la voie du dialogue pour trouver une issue à cette crise qui dure depuis plusieurs années en République démocratique du Congo. Dieudonné Sewonou, le Conseil de sécurité de l'ONU se saisit, ou du moins s'exprime sur la crise qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour le moment, on s'inquiète et on demande à ce que l'on privilégie le dialogue. Oui docteur, je crois que le Conseil est dans son rôle, celui de s'inquiéter, bien évidemment, condamner, appeler au dialogue, appeler à un cessez-le-feu, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que nous observons, mais je voudrais dire, beaucoup plus tôt, nous avons compris que les escalades de violence ne devraient pas tarder dans cette zone. Et nous avons longtemps eu le temps de le dire ici, que des propos incendiaires tenus de part et d'autre par des acteurs de la zone. Je voudrais parler de l'autre côté de M23, c'est supporté ou alors entre guillemets supporté, si nous prenons les dires des États-Unis d'Amérique, par le Rwanda, et aussi lors des campagnes électorales du président congolais qui disait si le Rwanda voulait la guerre ou alors le Rwanda veut la guerre, il l'aura. Alors tout semble croire que ce sont des déclarations un peu trop poussées, pour ne pas dire des déclarations de guerre, qui avaient été propulsées de part et d'autre par des acteurs. Et jusque-là, on voyait ce conflit venir. Aujourd'hui, c'est encore une ressurgence, comment dirais-je, un rebondissement dans la zone, et cela ne surprend pas. Alors que la communauté internationale s'indigne, je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'il faut s'indigner devant cet état de choses, car cela a présagé depuis longtemps, et nous les journalistes, nous avons eu toujours à attirer l'attention sur cette crise et qui secoue la République démocratique du Congo, pour ne pas dire que la République démocratique du Congo est entre guillemets attaquée et par aussi des mains insoupçonnées, mais de toutes les façons attaquée. Et dans ces contextes, Madame Noviekou est là, peut-être pour nous revenir là-dessus. La communauté internationale, ça c'est ce qu'il y a lieu de faire quand un État est attaqué par des groupes armés. Oui, les premières étapes ont été franchies par la communauté internationale, mais il reste maintenant une sorte de fermeté pour véritablement finir avec cette crise qui n'a fait que trop durer. Et donc, nous constatons, oui, cette condamnation, mais
rester à l'étape de condamnation ne change rien pour l'instant sur le champ. Les combats se poursuivent jusqu'à quand on sera encore très loin de le prédire maintenant. Mais ce qui est déplorable, c'est que le continent soit secoué par de telles crises et qu'on voie pas la main dans notre pays étranger derrière, mais plutôt des pays frères, des pays limitrophes qui se préparent, qui se déclarent, qui se font la guerre et qui se créent l'instabilité et qui, en paix les pots cassés, ce sont des populations civiles et qui, à jamais, sont pris pour cible aujourd'hui, même si Jean-Pierre Bemba disait aujourd'hui que toutes les dispositions sont prises pour que les populations civiles soient protégées devant la guerre. Il n'y a pas une protection à 100% des populations civiles. C'est elle, véritablement, qui paie les pots cassés. Donc, c'est un constat. Nous notons également aussi cette indignation du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, Dado, le Conseil de sécurité de l'ONU réuni à huis clos ce lundi a condamné les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. On sait que les violences ont pris de l'ampleur ces derniers temps, ce qui a suscité d'ailleurs cette réaction des membres du Conseil de sécurité, sauf qu'ils ont demandé à ce que les différentes parties prenantes puissent se retrouver autour de la table de discussion. C'est ce qu'ils proposent, le dialogue, pour mettre fin à cette crise. Alors, merci beaucoup. Effectivement, le Conseil de sécurité a réagi. Et je pense que aujourd'hui, on doit aller au-delà de cet appel au dialogue. En se disant que la situation est assez grave et les parties au conflit, je ne les vois pas en train d'aller au dialogue seuls. C'est pas possible. Il faut qu'ils se fassent aider et il faut que la communauté internationale puisse les aider. Et pour ça, je crois que le Conseil de sécurité aujourd'hui est quand même un acteur clé et peut apporter sa contribution. Mais au même moment, on a l'impression que cette communauté ou ce Conseil de sécurité est débordé par rapport à la situation des crises pratiquement sur tous les continents. Et c'est là que peut-être moi, je suis plus inquiète par rapport au devenir de la crise au niveau du Congo. Il faut aussi dire que c'est un peu dommage de voir que c'est après les réactions des populations du Congo que le Conseil sort. Parce qu'en réalité, cette situation... Il y a des manifestations où la population s'est carrément attaquée à des institutions internationales et tout, parce qu'en fait, ils se sentent abandonnés. Et donc, quelque part, est-ce que cette sortie, elle est juste pour apaiser la population ou c'est vraiment une sortie qui va être consolidée par des actions concrètes? Et là, pour l'instant, on ne pourra pas le dire. On verra ce que les mois à venir nous réservent. Mais je dis tout simplement que ce problème ou cette crise, elle a trop duré. Elle a été mal gérée par les acteurs internes comme Esten. Et espérons que parce que ce n'est pas les analyses qui manquent, ce n'est pas la connaissance des causes de ce conflit qui manque, mais c'est l'action et la volonté de vouloir arriver véritablement à un consensus, à des résultats concrets. Mais là, on est face à des acteurs qui sont dans une posture frontale, dans une posture de défense, mais on ne voit pas des gens qui veulent vraiment aller au-delà de leur ego. Parce que vous voyez le Rwanda de l'autre côté, l'Ouganda est là, le Congo est là, le M23 même est là. On ne sent pas des gens qui veulent vraiment aller dialoguer, même si le porte-parole du M23 a dit qu'ils veulent dialoguer avec le gouvernement. Est-ce que vraiment, s'ils allaient en dialogue, ça le ferait? Mais bon, espérons. C'est clair, le dialogue, c'est la solution. Mais cette solution est sous-tendue par des éléments de base. Si dans ce dialogue, il n'y a pas la franchise, si dans ce dialogue, il n'y a pas de compromis, ça ne va pas le faire. Alors, Germain Pouli, le Conseil de sécurité, dans sa réunion de lundi, est revenu sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, surtout dans l'est du pays. Les membres ont condamné à l'unanimité la résurgence ou les actions du groupe rebelle M23 et d'ailleurs de tous les groupes qui sèment le désordre dans cette partie du pays. Ils appellent également à la relance du dialogue pour trouver une solution à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Bon, je crois qu'on tourne en rond finalement avec le Conseil de sécurité, avec l'ONU en général qui a reconnu qu'un pays voisin, le Rwanda, soutient le M23 donc pour annexer un autre pays. Et on a vu que pendant la campagne électorale, le président Tshisekedi
a fait de ce combat-là l'un des grands axes donc, de cette compétition électorale. Les gens semblaient dire c'est comme il avait défié le M23 et son parrain, ce qui lui vaut, quelques jours après la prestation de serment, la percée du M23 dans cette zone. Ils sont même en train d'évoluer vers la capitale régionale, dans cette partie du pays, vers Goma. Et on s'inquiète qu'ils ne coupent les routes qui relient la région et qu'une crise alimentaire vienne à s'installer dans cette région. Alors ça fait des années que ça dure, et vous l'avez remarqué lors de la CAN, le 7 février, les joueurs de la RDC ont attiré l'attention du monde entier sur la situation qui prévaut dans ce pays donc, depuis 25 ans. Ils ont fait un signe lors de la demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas gagné ce match, mais ils ont utilisé ce match-là pour attirer la situation du monde entier sur ce qui se joue là-bas depuis 25 ans. Donc on condamne, on tourne en rond, mais dans les faits, on ne fait rien. Il y a eu des rapports de l'ONU qui ont été très clairs sur ce qui se passe là-bas, mais rien ne se fait. Aujourd'hui, on a un président qui vient après les Kabila, qui sont véritablement à l'origine de cette situation, parce que ils ont été aidés par le Rwanda et l'Ouganda pour chasser Mobutu donc du pouvoir. Et depuis là, les Rwandais pratiquement se sont installés dans cette partie du pays où tout le monde le sait aujourd'hui, ils exploitent cette partie de la RDC. Il faut pouvoir aider la RDC donc à retrouver sa souveraineté territoriale. Je pense que c'est ce que l'Afrique du Sud est en train de vouloir faire. On y reviendra tout à l'heure. On a vu des acteurs sous-régionaux qui ont tenté à plusieurs reprises, sans grande conviction, parce qu'eux aussi font partie de cette crise-là. Et donc, la RDC a demandé officiellement aux forces de l'ONU de quitter le pays d'ici la fin de l'année. Et on espère que Tshisekedi va pouvoir armer son armée, la former, la guérir, parce que c'est bien que les autres viennent aider, mais il faut une armée capable de faire la guerre là-bas, parce qu'il s'agit d'une guerre qui dure 25 ans et qui peut encore prendre beaucoup de temps. Si en face, les forces armées de la RDC ne trouvent pas le moyen de sécuriser le pays. La zone a été militarisée, on a nommé des gouverneurs militaires, mais ça n'a pas suffi. On a enregistré ou enrôlé des volontaires, donc en masse, pour faire la guerre dans cette partie du pays, mais visiblement, ça ne va pas. L'ONU aujourd'hui appelle au dialogue, sachant bien que véritablement le dialogue ne peut jamais aboutir, parce qu'il y a eu plusieurs dialogues, il y a eu plusieurs médiations. Oui, justement, est-ce que le dialogue peut être la solution? Parce que on sait que quand Tshisekedi est arrivé, il a d'abord prôné le dialogue, avec surtout ce rapprochement tant vanté entre le Rwanda et la RDC. Finalement, ça a viré au clash. Entre-temps, c'était avec les rebelles du M23. Ils sont allés en Angola pour trouver un accord. Finalement, chacun dit que l'autre n'a pas respecté les termes de l'accord. Et c'est toujours la résurgence. Le M23 a repris ses activités fin 2021. Et c'est là que les troubles ont encore commencé dans l'est du pays avec le M23. Parce qu'à part le M23, il y a d'autres groupes rebelles aussi dont on ne parle plus tellement. Oui. Est-ce que le dialogue est aujourd'hui la solution? Ça va être difficile parce que la réalité, c'est que cette partie du pays, si elle n'est pas contrôlée par la RDC, permet à ceux-là qui avaient installé les Kabila au pouvoir de se rembourser un peu et de profiter des richesses minières donc, dans cette zone. Donc tant qu'il y a cet intérêt-là, on dit aussi que le Rwanda profite, on a profité suffisamment pour se développer. Tant qu'il y a cet intérêt-là, ainsi que les grandes puissances derrière aussi qui utilisent ces matières premières pour leurs industries, tant qu'il y a cette possibilité, ça va être difficile. Nous sommes en face d'un pays très vaste, avec un gouvernement central qui est incapable de s'étendre dans toutes les régions. Je pense qu'avec le jeune Tshisekedi, l'idée c'est vraiment
de reprendre la souveraineté du pays en paix et en main, et espérons qu'avec le soutien, pas des acteurs de la même zone, d'autres acteurs peut-être, parce que le pays se tourne vers la Chine, vers d'autres puissances, vers la Russie et tout ça, peut-être avec ces nouveaux acteurs, comme ça se fait un peu en Afrique de l'Ouest, au Niger, au Mali et au Burkina, la RDC pourra effectivement régler ce problème. Je donnais nous le dialogue, on en a eu tellement en République démocratique du Congo avec les groupes rebelles. Est-ce que cet appel au dialogue pourra être écouté? Et si oui, est-ce que ce sera la solution selon vous? Non, mais écoutez, le dialogue est l'une des clés idéales, ou alors c'est l'idéal clé d'ailleurs dans la résolution de chaque crise. Madame Lapin ne me dirait pas le contraire, elle est à côté de moi. Et donc, le dialogue est une fondamentale clé pour la résolution des crises. Mais quel dialogue? Un dialogue sincère. Tous les dialogues qui ont échoué ont été des dialogues falsifiés, des dialogues basés sur, je dirais pas le faux, mais des dialogues basés sur des intérêts précis. Et donc, ces dialogues ne peuvent en aucun cas sortir les belligérants de la situation, mais plutôt envenimer, enfoncer la situation. Donc, un dialogue beaucoup plus sincère pourra donc résoudre le problème. À part le dialogue, il y a une question de rapport de force. C'est vrai qu'en gestion de crise, je ne sais pas si les hommes de la paix me le confirmeront. La mesure de rapport de force aussi participe à la fin de la crise sur un terrain de conflit, par exemple. Mais est-ce que la République démocratique du Congo est en mesure aujourd'hui de jouer cette carte-ci? Elle n'est pas aidée par d'autres puissances, elle n'est pas aidée par des alliés. Aujourd'hui, oui, on parlera de l'Afrique du Sud bientôt, mais est-ce visiblement cette force pourra aider la RDC à véritablement jouer la carte du rapport de force pour pouvoir écraser les groupes armés et instaurer la paix comme, entre guillemets, ce qui s'est passé à Kidal avec le Mali, c'était une question de rapport de force qui a délogé les groupes armés à ce niveau. Est-ce que cette même carte peut être jouée dans l'Est de la République démocratique du Congo? Voilà la question qu'on se pose. Mais a priori, le dialogue reste la clé idéale et fondamentale. Dado, le dialogue, la solution, ou comment peut-être le dialogue peut-il être la solution, disons-le comme ça? Non, puisqu'on a eu plusieurs dialogues. En fait, le dialogue en soi n'est pas le manquement. C'est-à-dire que le dialogue, c'est la bonne formule. La bonne formule parce que ça vous permet chacun d'exposer ses priorités, ses besoins, ses intérêts et de négocier. Et donc, on ne peut pas dire que le dialogue n'est pas une bonne chose. Le dialogue est une bonne chose. Maintenant, le problème qui s'oppose, c'est les acteurs, c'est-à-dire c'est les personnes dans la situation de conflit. Est-ce que les personnes sont dans une démarche constructive? Est-ce que les gens vraiment veulent la paix? Puisque si on fait bien l'analyse, on sait qu'on parle ici du Nord Kivu. Et là-bas, il y a un certain nombre de richesses naturelles et des gens, des intérêts. Donc, mêler à ça, parfois c'est compliqué. Donc, en soi, le dialogue, oui, c'est la formule, mais je pense qu'il faut une personne qui a quand même un charisme, qui pourra faire asseoir les deux et pouvoir jouer ce rôle de médiateur. N'est pas médiateur qui veut. C'est des compétences qu'il faut avoir et c'est aussi des processus qu'il faut suivre. Et donc, si la personne qui est le lead dans la médiation de la crise congolaise n'a pas les as qu'il faut, ça va passer à côté. Donc, le dialogue, en résumé, oui, c'est une bonne chose, mais il faut trouver la bonne personne pour conduire ce dialogue-là. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.